Et si l'affaire Damiba n'était qu'un indice, le sommet visible d'une transformation silencieuse qui bouleverse le Sahel tout entier? Derrière le tumulte médiatique d'un téléphone confisqué, c'est la stabilité de plusieurs États, et peut-être de toute l'Afrique de l'Ouest, qui vacille dans l'ombre, sous nos yeux, sans que nous en mesurions d'emblée la portée. Pourquoi le Togo, petit État longtemps neutre, prend-il le risque inédit d'extrader un ancien chef d'État, brisant ainsi une règle d'or du refuge africain? Pendant plus de 2 années, Damiba a vécu à Lomé, protégé par un asile politique fondé sur une entente tacite. Le chef déchu ne complote pas, le pays hôte le protège. Ce pacte, jamais écrit mais toujours respecté, garantissait la sécurité des exilés et la réputation du pays d'accueil. L'histoire de l'asile politique en Afrique, et particulièrement en Afrique de l'Ouest, est jalonnée d'exemples célèbres. Qui se souvient encore de l'accueil réservé par la Côte d'Ivoire à Hissène Habré, l'ancien président tchadien, ou de la protection offerte par le Nigeria à Charles Taylor, ex-chef d'État libérien? Ces choix, dictés par un équilibre subtil entre solidarité africaine et calcul diplomatique, avaient un but: éviter que les luttes politiques nationales ne se transforment en guerres régionales, en exportant les conflits internes. Mais en renvoyant Damiba, le Togo rompt cet équilibre fragile. Il expose sa stabilité, sa diplomatie, la confiance de ses alliés à des secousses imprévisibles. Ce choix n'est pas un simple caprice. Il révèle une recomposition profonde des rapports de force régionaux, bien au-delà des preuves ou de la culpabilité personnelle de Damiba. Regardons l'histoire. Lorsque Mobutu Sese Seko, autrefois homme fort du Zaïre, fut chassé du pouvoir, le Maroc accepta de l'accueillir. Ce geste d'asile, loin d'être anodin, permettait de refermer une page douloureuse sans attiser la vengeance. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Les réseaux de pouvoir, jadis tissés dans l'ombre, se digitalisent. Les alliances se font et se défont à la vitesse des réseaux sociaux. La fameuse « affaire du téléphone » n'est donc qu'un prétexte. Le véritable enjeu se trouve ailleurs. Qui contrôle désormais les réseaux militaires? Qui peut imposer de nouvelles alliances? Jusqu'où chaque État est-il prêt à aller pour affirmer sa souveraineté? Avec l'extradition de Damiba, une ère prend fin. Les frontières de l'asile et de la neutralité, autrefois sacrées, deviennent poreuses. Chaque pays doit redéfinir ses priorités, quitte à briser d'anciennes solidarités pour survivre dans une région minée par l'incertitude et la compétition. Ce qui se joue? La perte possible de la stabilité politique, de la confiance institutionnelle, de la force des alliances anciennes. Mais aussi, peut-être, la conquête d'une nouvelle souveraineté, le droit de réécrire les règles à son avantage. Pensez au cas passé. La Guinée, sous Sékou Touré, avait accueilli des chefs d'État déchus du Ghana et du Mali, contribuant à une stabilité relative. Mais chaque asile était aussi une épée de Damoclès. La moindre entorse au pacte pouvait rallumer les feux de la discorde. Ce fragile équilibre, aujourd'hui, ne tient plus face à la pression des crises sahéliennes. Ce qui entoure Damiba n'est pas qu'une simple extradition. C'est le miroir d'un séisme qui pourrait transformer les équilibres du pouvoir en Afrique de l'Ouest. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre l'onde de choc provoquée par ce choix togolais, il faut remonter aux origines du pacte d'asile et observer les rivalités qui fracturent aujourd'hui la région. La tradition de l'asile en Afrique de l'Ouest remonte aux années 60. À l'époque, offrir refuge à un leader déchu était perçu comme un acte de sagesse politique. Il suffisait d'un engagement de silence et de discrétion pour garantir la paix. Mais la multiplication des coups d'État, la montée des groupes armés et la pression des opinions publiques ont progressivement vidé cette tradition de sa substance. Comment un exilé discret, oublié pendant près de 3 années, devient-il soudain l'épicentre d'un séisme diplomatique majeur? Pour saisir l'enjeu de l'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba, il faut revenir à son arrivée à Lomé, en 2022, après son éviction du pouvoir burkinabé. Le Togo lui avait offert asile, respectant une règle tacite d'Afrique de l'Ouest. Accueillir les anciens dirigeants déchus, à condition qu'ils restent silencieux et inoffensifs. Ni déstabilisation, ni extradition. Tel était le pacte silencieux.
Ce compromis servait à protéger la stabilité régionale, tout en sauvant la face des États hôtes. Mais cet équilibre précaire vient de voler en éclats. La décision de Lomé d'extrader Damiba marque une cassure profonde avec la tradition ouest-africaine. Le Togo, d'ordinaire acteur modéré et médiateur, a brisé le pacte. Pourquoi? Parce que, pour la première fois, le coût politique de garder Damiba dépassait celui de le livrer. Prenons un exemple concret. En 2010, la Côte d'Ivoire avait refusé d'extrader Laurent Gbagbo, pourtant sous la pression internationale, jusqu'à ce que la situation devienne intenable. La protection des exilés n'est jamais absolue. Elle dépend du rapport de force du moment, de la pression des partenaires et du risque de contagion des crises. L'instabilité burkinabé pèse lourd. Depuis 4 années, le pays a subi 2 putschs successifs, révélant des fractures militaires et une défiance envers les partenaires extérieurs. Les fidélités se fragmentent, les alliances historiques s'effondrent. Le Togo, voisin côtier du chaos sahélien, tente de tirer son épingle du jeu. Depuis des mois, Lomé s'affiche comme médiateur entre l'ancienne CEDEAO et le nouveau bloc sahélien. Mais les pressions montent, solidarité régionale exigeante, menaces sécuritaires, méfiance des voisins, intérêts économiques fragilisés. Imaginons un scénario. Si le Togo persistait à accueillir Damiba, il aurait pu être accusé de soutenir indirectement l'instabilité au Burkina. Les flux commerciaux auraient pu être affectés, la coopération sécuritaire remise en cause, voire même des tensions diplomatiques ouvertes. Dans ce contexte, héberger Damiba devenait un pari dangereux. Garder sur son sol un chef accusé de nourrir l'instabilité, exposer le Togo à la contagion des crises, au gel des échanges, à de possibles représailles. Cette neutralité de façade devenait une imprudence stratégique. En réalité, ce choix signe la fin d'un ordre ancien, fondé sur l'accueil discret des exilés et la diplomatie feutrée. Désormais, la sauvegarde de sa propre stabilité l'emporte sur la tradition. Les règles, sous la pression des crises sahéliennes, se redéfinissent brutalement. Mais au-delà des calculs géopolitiques, un enjeu plus sourd s'impose. La maîtrise de l'information, des récits, des preuves. Car au cœur des spéculations, un symbole fait trembler les chancelleries, le fameux téléphone de Damiba, objet de toutes les peurs et de toutes les convoitises. Ce téléphone ne contient pas seulement des messages ou des photos. Il détiendrait les clés de réseaux, de secrets d'État, de pactes inavoués. Pour Lomé, il représente un risque qu'il fallait à tout prix écarter. Prenons un cas historique. En 2011, la chute de Mouammar Kadhafi avait été précédée par la diffusion de multiples preuves numériques, SMS, enregistrements, vidéos, qui avaient contribué à la décomposition des réseaux de pouvoir. Aujourd'hui, un simple téléphone peut faire basculer des régimes. Pourquoi ce téléphone qui parle fascine-t-il autant, et que dit réellement cette obsession? D'objet anodin, il s'est mué en totem, cristallisant une lutte feutrée où chaque manipulation, chaque rumeur, devient le reflet d'un combat acharné pour s'emparer du récit national. Mais derrière les écrans et les déclarations, que sait-on au fond? Le téléphone de Damiba, exhibé dans les médias comme une pièce maîtresse, serait la clé d'une déstabilisation majeure. Pourtant, aucune preuve tangible n'a été confirmée par des sources indépendantes. Les accusations circulent, mais restent invérifiables, flottant dans une zone grise où tout devient matière à spéculation. Voilà le cœur du conflit. Dans une région où la confiance envers les institutions est érodée, chaque donnée numérique prend une ampleur disproportionnée. Le moindre message, la trace d'un appel, devient une énigme à décrypter, nourrissant un besoin quasi viscéral de certitude dans le brouillard de l'incertitude. Ce téléphone devient alors un écran sur lequel chacun projette ses peurs, ses soupçons ou ses ambitions. La vraie bataille ne se joue pas sur un message ou un appel, mais sur la capacité à imposer une version dominante des faits. Celui qui détient, ou prétend détenir, la preuve digitale, cherche à façonner la narration, à prendre le dessus non seulement sur Damiba, mais sur le tissu politique et militaire tout entier. La symbolique du téléphone-preuve dépasse la réalité. Elle devient une arme pour ébranler ou affermir des réseaux d'influence. Dans l'histoire moderne, la manipulation de preuves numériques a déjà renversé des gouvernements
ou jeter la suspicion sur des alliances entières. Rappelez-vous le scandale des Panama Papers. En dévoilant des milliers de documents, des journalistes ont fait tomber des ministres, des présidents, bouleversant les équilibres nationaux. Le téléphone de Damiba, dans ce contexte, incarne la peur d'un effet domino. Derrière le sort de Damiba, c'est un enchevêtrement d'alliances, de fidélité militaire et de connexions transfrontalières qui se retrouvent menacées. L'affaire du téléphone lance un avertissement à ceux qui, dans l'ombre, tiennent encore les leviers de l'équilibre régional. Afficher la vulnérabilité de Damiba, c'est fragiliser les derniers fidèles et inquiéter les partenaires internationaux. Mais ce jeu dangereux accentue une fracture ancienne au sein de l'armée burkinabé. D'un côté, les tenants d'une loyauté traditionnelle, attachés à des alliances forgées depuis des décennies. De l'autre, une jeune garde, avide de rupture, portée par des réseaux plus radicaux ou plus nationalistes, en quête de légitimité propre. La circulation de preuves non vérifiées alimente la tension, faisant planer le spectre d'un éclatement, voire d'une rupture irrémédiable au sommet du commandement. Pour illustrer ce phénomène, souvenons-nous de la crise ivoirienne des années 2010. La diffusion de faux enregistrements avait contribué à la montée de la méfiance, précipitant l'affrontement entre camps rivaux. Chaque document numérique, chaque rumeur, est une étincelle potentielle. Perdre ce combat narratif, ce n'est pas qu'un revers d'image. C'est risquer la désunion militaire, exposer des réseaux restés jusque-là discrets et précipiter l'État dans une spirale d'instabilité chronique. L'affaire du téléphone révèle, au fond, la fragilité des équilibres actuels et la férocité de la lutte pour s'imposer dans l'arène du doute et de la suspicion. La question s'impose alors. L'extradition et le procès de Damiba suffiront-ils à refermer cette fracture, ou risquent-ils de mettre au jour des failles plus profondes dans la structure du pouvoir burkinabé et régional? Mais derrière l'affaire Damiba, un autre enjeu s'esquisse, la redéfinition même de la souveraineté et du rapport de force régional. Comment le Togo, le Burkina Faso et les autres acteurs vont-ils gérer ce précédent et ses répercussions? Un procès peut-il vraiment refermer plus de 40 années de crises militaires et politiques? Ou s'agit-il d'un miroir tendu à toute une époque, révélant ses échecs, ses secrets et ses cicatrices encore ouvertes? Le procès de Damiba dépasse le sort d'un seul homme. Il est devenu la pierre de touche de la légitimité de l'État burkinabé. Entre quête de justice et tentation de vengeance, chaque audience aiguise les tensions et pèse sur l'avenir institutionnel du pays. À ce stade, il est utile de comparer avec l'exemple du Ghana, qui a connu, entre 1979 et 1981, une succession de procès de chefs d'État déchus. Ces procès avaient pour but de solder les comptes du passé, mais ont souvent débouché sur une instabilité accrue, faute d'une véritable réconciliation. Tout repose désormais sur la transparence de la procédure et la force des preuves. Si le procès chancelle ou vire au spectacle, l'État se fragilisera davantage et la confiance, déjà érodée, s'effritera jusqu'à la rupture. Mais si la justice se montre impartiale, c'est la promesse d'un État réhabilité qui renaît. L'inquiétude monte autour des révélations potentielles, réseaux internes, complicités transfrontalières, opérations grises entre officiers, politiciens et intermédiaires. Les capitales voisines, de Niamey à Lomé, suivent l'affaire avec nervosité. Aucune n'est à l'abri de l'effet domino. Depuis la chute du bouclier institutionnel de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, chaque gouvernement ouest-africain doit revoir ses priorités et ses alliances. La règle du jeu a changé. L'asile pour les anciens dirigeants n'est plus assuré. Damiba devient un précédent, bouleversant le statut des acteurs politiques déchus à travers toute la sous-région. Ce procès s'apparente à un rituel public où se règlent les comptes entre générations militaires et visions opposées du pouvoir. Les jeunes officiers veulent tourner la page, imposer de nouveaux codes. Les anciens s'accrochent, parfois tapis dans l'ombre des réseaux. Le risque est immense. Selon le verdict, la région pourrait s'ouvrir à une gouvernance plus responsable, transparente et pacifiée, ou bien sombrer dans la peur, la défiance et la fragmentation. L'enjeu, la confiance dans les institutions et la stabilité de tout l'espace ouest-africain. Ce n'est donc pas seulement le sort de Damiba qui se joue, mais celui du Burkina Faso,
et, par ricochet, celui de ses voisins. Un verdict trop politique ou expéditif creuserait une fracture durable dans la société et l'armée. Une justice crédible, au contraire, pourrait ouvrir une ère nouvelle. Mais ce moment charnière soulève une question plus large. Que révèle ce procès sur l'avenir du Sahel et la redéfinition de la souveraineté dans toute la région? L'onde de choc du procès ne s'arrête pas aux frontières du Burkina Faso. Elle interroge la capacité du Sahel à inventer de nouveaux équilibres face à la pression des crises et des alliances mouvantes. Comment éviter qu'à chaque changement de régime au Sahel, tout se termine dans les couloirs d'un tribunal et que chaque crise ne laisse derrière elle un pays encore plus divisé? C'est la question brûlante, alors que l'extradition d'un ancien président ne se limite plus à un simple dossier judiciaire. Elle cristallise un basculement dans la gestion du pouvoir et des attentes populaires. Depuis peu, brandir la souveraineté comme un talisman ne suffit plus. Sans institutions solides, cet argument s'épuise. L'autonomisation sans garde-fou ouvre la porte à de nouveaux abus. Concentration du pouvoir, exclusion des voix dissidentes, opacité retrouvée. L'histoire récente l'a prouvé. Se dire maître chez soi ne protège pas contre la spirale de l'instabilité. Revenons à l'exemple du Mali, qui, après plusieurs transitions, a tenté d'imposer une souveraineté pleine et entière. Malgré les discours, l'absence de réformes institutionnelles a rapidement fait ressurgir les vieux démons: corruption, exclusion, défiance. Face à cela, la jeunesse sahélienne, plus informée et plus exigeante que jamais, réclame des comptes. Même sous la menace des armes, la demande de justice et de clarté ne faiblit pas. Au contraire, elle s'intensifie. Qui gouverne? Dans quel intérêt? Pour défendre quels principes? Nous sommes à un tournant. Les nouveaux pouvoirs militaires, une fois leur position consolidée, devront s'engager dans de vraies réformes civiles, ou voir leur légitimité s'effondrer aussi vite que celle des anciens régimes. Réformer, ce n'est pas un slogan. C'est ouvrir les finances publiques à la transparence, créer des espaces de discussion, garantir la participation de chaque génération sans peur ni exclusion. La lutte pour la stabilité ne se joue plus seulement dans les casernes ou les salons diplomatiques. Elle s'invite aussi sur le terrain de l'identité nationale. Il faut reconstruire un récit collectif capable de rassembler au-delà des clivages ethniques, régionaux ou politiques. Tant que ce chantier restera inachevé, chaque crise menacera l'unité du tissu social. Imaginons une démarche concrète. Organiser, dans chaque capitale sahélienne, des forums citoyens associant étudiants, syndicats, femmes, anciens combattants et entrepreneurs afin de débattre des enjeux de gouvernance. Écouter les doléances, formuler ensemble des propositions, bâtir des consensus durables. Voilà le socle d'une stabilité retrouvée. Désormais, chaque extradition, chaque procès, qu'il vise un ancien chef d'État ou un opposant, prend valeur de symbole politique à l'échelle régionale. Ces gestes sont scrutés, disséqués, commentés bien au-delà des frontières. Ils révèlent que la recomposition en cours dépasse la trajectoire d'un homme. C'est tout un système d'alliances, de protection et de compromis qui s'ébranle ou s'invente. Bâtir la paix au Sahel suppose de rompre avec la logique des cycles de force: putsch, représailles, accusations, puis amnistie ou extradition. Il faudra imaginer de nouveaux outils de dialogue, de médiation et de règlement pacifique des différends. Sinon, le passé continuera de dicter la forme des crises futures. On peut s'inspirer de l'Afrique du Sud post-apartheid, où la commission Vérité et Réconciliation a permis d'affronter les crimes du passé sans sombrer dans la vengeance. Une telle démarche, adaptée au contexte sahélien, pourrait ouvrir la voie à une réconciliation durable. Si la région persiste dans les mêmes erreurs, absence de réforme, pouvoir verrouillé, absence de transparence, elle restera prisonnière d'une instabilité sans fin. Mais si elle parvient à forger une souveraineté renouvelée, fondée sur la responsabilité, le dialogue et la clarté, elle pourrait devenir le laboratoire d'un renouveau politique attendu bien au-delà du Sahel. Pour avancer, chaque État pourrait s'engager à publier régulièrement des rapports de transparence, à ouvrir ses marchés publics à la concurrence, à protéger les lanceurs d'alerte et à instaurer des mécanismes indépendants d'enquête sur les abus de pouvoir.
L'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba, orchestrée par le Togo, incarne ce moment charnière. Elle interroge, partout en Afrique de l'Ouest, la capacité des États à inventer un nouvel équilibre entre justice, souveraineté et stabilité. Damiba n'est qu'un miroir tendu à toute l'Afrique de l'Ouest. Son sort cristallise une question plus vaste, celle de l'avenir commun de la région, de ses équilibres fragiles et de ses lignes de faille. L'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba par le Togo n'est pas un simple épilogue diplomatique entre Lomé et Ouagadougou. Elle agit comme un choc, un signal d'alerte. Tous les codes du jeu régional, les pactes invisibles et les certitudes d'hier vacillent sous la pression d'un nouvel ordre qui s'impose au Sahel. Ce geste marque une rupture. L'asile, autrefois refuge inviolable pour les chefs déchus, s'effrite. La souveraineté, longtemps brandie comme un rempart, se révèle poreuse face à des alliances mouvantes, des intérêts croisés et des pressions inédites. Le Sahel entre dans l'ère de l'imprévu et des équilibres instables. Mais l'enjeu dépasse le destin d'un homme ou une simple affaire judiciaire. C'est tout un système de gouvernance, du Burkina Faso au Togo, du Mali au Niger, qui se retrouve à la croisée des chemins. Accepterons-nous de perpétuer l'illusion d'une stabilité de façade? Ou oserons-nous inventer de nouveaux modèles, plus justes et transparents? Derrière ce transfert, c'est la paix et la sécurité de la région qui se jouent. Si les peuples et leurs dirigeants se contentent de simulacres de souveraineté, sans justice ni responsabilité, l'effondrement institutionnel s'étendra. Mais si un sursaut collectif voit le jour, si chacun réclame des comptes, questionne les mécanismes occultes du pouvoir, alors une alternative devient possible. À vous, citoyens, observateurs, décideurs, revient une part de la responsabilité. Par la vigilance, le débat, la parole partagée, vous pouvez exiger des institutions qu'elles soient dignes de confiance. La recomposition du Sahel ne viendra pas que d'en haut. Elle dépendra d'une exigence populaire de gouvernance responsable, solidaire et lucide sur nos intérêts essentiels. Chacun peut agir, même à son niveau. Soutenir les médias indépendants, participer au débat public, s'informer sur les enjeux régionaux, surveiller les promesses des gouvernements. Toutes ces actions, simples en apparence, contribuent à bâtir un avenir différent. Damiba n'aura été qu'un révélateur. Le vrai enjeu, c'est la faculté des peuples ouest-africains à choisir, ensemble, l'avenir qu'ils souhaitent bâtir. Refuser les mirages. Oser, malgré tout, inventer un horizon commun